30 vies arrachées. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les dirigeants du monde au chevet de la planète, la COP21 sur le climat s'est ouverte ce lundi à Paris. 150 chefs d'État et de gouvernement sont présents. La Chine directement concernée par les changements climatiques aujourd'hui. D'ailleurs, les autorités ont placé Pékin et les autres villes du nord du pays en alerte orange à la pollution. Beyrouth accuse le Front Al-Nosra de chantage dans le cadre des négociations sur la libération des militaires otages du Front Al-Nosra, mais les autorités assurent que les pourparlers vont se poursuivre. C'est une réunion hors norme, 10 000 délégués, 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de journalistes et spécialistes. La conférence sur le climat s'ouvre officiellement ce lundi au Bourget, dans le nord de Paris. Cette 21e conférence climatique de l'ONU doit accoucher d'un accord mondial historique pour limiter notamment à 2 degrés Celsius la hausse des températures, faute de quoi les spécialistes annoncent de graves difficultés pour la planète. Il fait encore nuit au Bourget lorsque débute le ballet des limousines arrivant à la COP21. Affluence inédite, 150 chefs d'État au rendez-vous, accueillis pour beaucoup par François Hollande. C'est le cas de Barack Obama, peu avant 9h30. Les deux hommes se sont déjà vus cette nuit pour se rendre ensemble au Bataclan. Monsieur le Président! Xi Jinping, le président chinois, ou encore Mohamed VI, le roi du Maroc, sont accueillis par le président en personne. Mais 150 invités, c'est décidément beaucoup. C'est à Manuel Valls qu'il revient de saluer Angela Merkel, ou encore le numéro 1 espagnol Mariano Rajoy. Le prince Charles, lui, est reçu par Laurent Fabius et Ségolène Royal. Idem pour la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, ou encore Evo Morales, le président bolivien, et son poing levé. 11h, début de la COP21 et d'emblée, retour à l'autre actualité, celle du terrorisme. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande 1 minute de silence en hommage aux morts du 13 novembre. Puis, François Hollande fait d'emblée le lien dans son discours. Ces événements tragiques nous affligent, mais en même temps nous obligent. Ils nous forcent à nous concentrer sur l'essentiel. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir. Je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Le 12 décembre, répètent tous les orateurs comme Laurent Fabius qui préside cette COP21, un accord devra être trouvé. Monsieur le Président de la Question République française, vitale pour la planète. Et je vous propose d'écouter le président américain Barack Obama. Je suis venu ici en personne, en tant que dirigeant de la première économie mondiale, mais aussi du deuxième plus gros pollueur mondial, pour dire que les États-Unis d'Amérique reconnaissent leur rôle dans la création de ce problème, mais aussi pour assumer leur responsabilité d'agir. Et ce qui doit nous donner de l'espoir, c'est que nous sommes à un tournant décisif. C'est le moment où nous décidons de sauver enfin notre planète. Nos nations partagent la conviction qu'il est urgent de faire face à ce défi et la conviction grandissante que nous avons le pouvoir d'y remédier. Objectif de la COP21, trouver un accord pour limiter notamment à 2 degrés Celsius la hausse des températures. Plusieurs pays sont en désaccord sur les moyens d'obtenir cette réduction. Eh bien, quels sont les États qui vont peser dans la balance et qui pourraient permettre de relever ce défi climatique? Élément de réponse avec Cédric Ferreira. Avant la COP21, chaque État a pris des dispositions sur le plan national pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, la Chine, premier pollueur mondial, s'est engagée à atteindre son pic d'émissions de gaz à effet de serre aux alentours de 2030. Pékin a aussi promis de se tourner davantage vers les énergies vertes.
Aux États-Unis, deuxième pays le plus pollueur au monde, Barack Obama a dévoilé l'été dernier son Clean Power Plan, un projet pour une énergie propre. Il vise notamment à réduire la dépendance du pays au charbon. Problème, cette démarche est contestée notamment par la majorité républicaine au Congrès. Mais le président américain a déjà prévenu, il utilisera son veto si nécessaire pour faire appliquer son plan. De son côté, l'Union européenne apparaît aussi comme un acteur clé dans les négociations. Les États membres se sont fixés comme objectif commun une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais des divisions internes sont apparues, certains pays sont toujours dépendants du charbon. Autre acteur clé, l'Inde, le 4e pays émetteur de CO2 au monde. Face à une pauvreté très répandue et plus de 300 millions de personnes vivant sans électricité, New Delhi a refusé tout objectif contraignant. Pour ses dirigeants, la lutte contre le changement climatique est de la responsabilité des pays riches et non des pays en développement. Un groupe qui comprend les nations les plus pauvres au monde et beaucoup d'îles isolées sur la surface du globe. Ces pays sont les plus vulnérables face au réchauffement de la planète. Avec des ressources limitées pour s'adapter au changement climatique, ils appellent désespérément à une aide financière. Le manque de fonds pour les soutenir avait d'ailleurs été l'une des raisons derrière l'échec de la précédente conférence sur le climat à Copenhague. La Chine est directement concernée par les changements climatiques. Aujourd'hui d'ailleurs, les autorités ont placé Pékin et les autres villes du nord du pays en alerte orange à la pollution. En cause, le smog, un épais brouillard, vous le voyez. L'indice de qualité de l'air dans certains quartiers a grimpé jusqu'à 500, son niveau maximal. Le taux de particules fines est 20 fois supérieur au seuil prévu par l'Organisation mondiale de la santé. Et des voies rapides ont été fermées à Pékin, des travaux suspendus. C'est la première fois de l'année que les autorités décrètent ce niveau d'alerte. La pollution est donc devenue pour ce pays un enjeu de santé publique. La Chine s'est engagée l'année dernière dans une guerre contre la pollution. Elle a promis de réduire sa consommation de charbon et de fermer les usines polluantes. Mais beaucoup de responsables gouvernementaux reconnaissent qu'il est peu probable que le pays atteigne avant 2030 les normes de qualité de l'air. Cécile Galluccio nous en dit plus. C'est de loin le plus gros pollueur de la planète. La Chine est responsable à elle seule de 24% des émissions de gaz à effet de serre. Elle est notamment gourmande en charbon, qui représente 70% de son énergie. Alors une limitation du réchauffement climatique de la planète ne pourra se faire sans la Chine. Longtemps réticente, elle a aujourd'hui un plan d'action en 4 points. Réduire ses émissions de CO2 de 60 à 65% avant 2030, inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, atteindre 20% d'énergie non fossile et renforcer la recherche des technologies vertes. La Chine fait preuve d'un véritable leadership international sur la question de l'écologie. Et cette initiative a été très bien accueillie. Son économie est énorme et d'un point de vue politique, l'engagement de la Chine est important. Ça montre au reste du monde la direction à prendre. Mais tous les experts ne sont pas si optimistes, car depuis des années, la priorité de la Chine est sa croissance. Selon certaines ONG, le pays continuerait même à s'équiper en sources d'énergie polluantes. Greenpeace parle de 570 centrales à charbon programmées ou en cours de construction. Le réchauffement climatique toujours et ses conséquences, cette fois en Alaska, de plus en plus de gaz toxiques s'échappent du pergélisol, ces grandes étendues d'eau glacées depuis au moins 2 ans. Emprisonnées sous la glace, la dispersion du méthane et du dioxyde de carbone pourrait à terme fortement contribuer au réchauffement de la planète. Florent Rodeau. Sous cette grande étendue glacée, une forte présence de gaz toxiques. Après avoir percé le sol gelé, ces chercheurs allument un chalumeau et voici le résultat. Des bulles de gaz qui s'échappent du pergélisol. Car en fondant, la glace laisse échapper du méthane et du dioxyde de carbone, emprisonnés depuis des dizaines de milliers d'années. Une bombe à retardement qui inquiète les spécialistes, car le pergélisol représente au bas mot 1/4 de la surface de l'hémisphère nord. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas réguler ce phénomène. Lorsque le pergélisol commence à fondre, on ne peut rien y faire. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter, à part bien sûr limiter le réchauffement climatique. Au Canada, les effets néfastes du réchauffement climatique sont déjà très visibles. Ici à Hudson Bay, la glace a fondu, laissant place à des cratères aujourd'hui remplis d'eau. À l'heure de la grande conférence sur le climat de Paris, le phénomène fait craindre le pire aux experts.
il y a 2 fois plus de carbone dans le pergélisol que dans l'atmosphère. Donc si on transformait tout le carbone du pergélisol en CO2, on triplerait la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et là ce serait la fin du monde tel qu'on le connaît, quoi. Si rien n'est fait pour limiter le réchauffement climatique dans les prochaines années, les spécialistes estiment qu'une grande partie du pergélisol pourrait bien disparaître. Et ce, plus tôt que prévu, d'ici à 2070. Voilà pour cette page consacrée à la COP 21. Restez des nôtres, plus d'infos au retour de la pause. Retour sur le plateau de l'info, conséquences des fortes pluies qui s'abattent sur le Liban, des glissements de terrain ont été enregistrés ce lundi à Kfar Nabrar, dans le Chouf, selon l'agence nationale d'information. Les habitants ont été évacués, nous n'avons pas plus de détails pour le moment, nos équipes se rendent sur place. Le directeur général de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim, a assuré ce lundi avoir mis en œuvre toutes les modalités du compromis avec le Front Al-Nosra, le groupe terroriste qui retient en otage 16 militaires depuis août 2014. Le chef de la Sûreté générale met en cause les exigences de l'organisation islamiste, mais assure aussi que ses équipes continueront à négocier en dépit de la politique de chantage du Front Al-Nosra. Les informations sur une libération imminente des 16 militaires ont abondé de tout le week-end, mais des obstacles ont retardé l'opération d'échange entre les services libanais et le groupe terroriste. On attend donc plus de précisions sur cette information dans les prochaines heures. Le chef des Maradas, Slimane Frangieh, a réaffirmé son soutien à la candidature du chef du bloc parlementaire du changement et de la réforme, Michel Aoun. Frangieh qui a rencontré dimanche le chef du CPL, Gebran Bassil. Une rencontre qualifiée de cordiale et franche par le bureau de presse du leader des Maradas. Par ailleurs, le communiqué indique que le chef du courant du futur, Saad Hariri, s'est exprimé en faveur d'une loi électorale assurant une juste représentativité des communautés du pays, sans pour autant s'être exprimé sur la forme donc de cette loi. Fin de citation. Le pape François a quitté ce lundi Bangui pour Rome au terme d'une tournée africaine au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique. Dernière étape dans un pays déchiré par les violences intercommunautaires. Au cours de sa visite à Bangui, placé sous haute sécurité de la force onusienne, le pape s'est notamment rendu dans la matinée à la grande mosquée du PK5, l'enclave des musulmans de la capitale. Myriam Amelal Lalmas. Une poignée de main chaleureuse entre le chef de l'église catholique et les 5 imams chargés de le conduire à l'intérieur de la mosquée centrale de Bangui. Une mosquée en plein cœur du quartier musulman, théâtre de massacres intercommunautaires fin 2013. C'est une étape phare de la tournée africaine du pape François, tant elle est symbolique. Des images fortes, mais aussi des mots soigneusement choisis. Chrétiens et musulmans et autres membres des religions traditionnelles ont vécu en paix pendant si longtemps. Le pape est resté très prudent dans ses déclarations depuis son arrivée en Centrafrique, mais son message semble être passé. Le conflit qui est passé chez nous, ce n'est pas une guerre religieuse. Ce sont les politiciens qui ont manipulé nos enfants pour prendre en couverture que c'est une guerre religieuse. Ce n'est pas une guerre religieuse. Voilà ce que nous attendons de la venue du pape. Que les chrétiens aussi, ils comprennent le sens de l'arrivée du pape. La venue du pape, c'est pour que Dieu l'a inspiré pour nous annoncer cette parole-là, que nous le comprenions et que nous le mettons en pratique. C'est tout ce que nous demandons. La visite du pape dans ce dernier bastion musulman de Bangui est un geste fort de réconciliation, alors que la méfiance et la peur sont omniprésentes entre les différentes communautés. Le Burkina Faso a vécu un moment historique ce dimanche avec les premières élections libres depuis 35 ans. Un an après la chute de Blaise Compaoré, 5,5 millions de Burkinabés étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés et leur président. Ce lundi, les premiers résultats ont commencé à être compilés et des tendances se dessinent. Axel Simon et Lucie Debiol nous en disent plus. 5,5 millions d'électeurs étaient appelés à participer au scrutin présidentiel, mais aussi législatif. 14 candidats, dont 2 femmes, pour un mandat de 5 ans. Des élections inédites pour les Burkinabés qui devaient élire aussi leur nouveau président. Je pense qu'en tant que citoyenne patriote du Burkina,
il est de notre devoir de venir quand même choisir ceux-là qui vont nous diriger. L'enjeu est suffisamment grand et les espoirs aussi sont suffisamment grands. Prévu le 11 octobre, les élections avaient dû être reportées. En cause, la tentative de coup d'État du général Diendéré en septembre. Avant lui, l'insurrection populaire avait entraîné le départ de l'ex-président Blaise Compaoré il y a 1 an. Le scrutin présidentiel est une première depuis près de 3 décennies. Le président Kafando, venu déposer son bulletin dans l'urne, s'en est dit très fier. C'est une victoire parce qu'aujourd'hui, après une éclipse de 27 ans, nous en revenons au système d'un vote pleinement démocratique, transparent, clair. Nous l'avons voulu ainsi. Dispositif exceptionnel, plus de 25 000 policiers et militaires ont été mobilisés. Le pays a été frappé par plusieurs attentats en octobre. 3 personnes avaient notamment perdu la vie près de la frontière avec le Mali. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les dirigeants du monde au chevet de la planète, la COP21 sur le climat s'est ouverte ce lundi à Paris. 150 chefs d'État et de gouvernement sont sur place. La Chine est directement concernée par les changements climatiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, les autorités ont placé Pékin et les autres villes du nord du pays en alerte orange à la pollution. Et Beyrouth accuse le front Al-Nosra de chantage dans le cadre des négociations sur la libération des militaires otages du front Al-Nosra. Mais les autorités assurent que les pourparlers vont se poursuivre. L'info continue. 130 vies arrachées.